Salut, moi c'est Guillaume. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. Un jour, je décide de m'arrêter et de faire le bilan. Est-ce que la psychanalyse, ça marche et comment ? Dans ce podcast, des gens viennent chez moi me raconter leur toute dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Est-ce qu'ils vont mieux ? Est-ce que ça a marché ? Chaque témoignage est un chemin de vie et ses rebondissements. Pas de montage, pas de coupe. Parfois, je joue au psychanalyste, parfois au patient. Ce podcast est autoproduit avec mes petites mains. Alors j'ai besoin de votre aide. Mettez 5 étoiles, un j'aime, faites un don ou suivez les coulisses de mon aventure de podcasteur sur les réseaux sociaux. Je vous mets les liens à cliquer dans le descriptif de cet épisode. Allez, c'est parti, bonne écoute. Si t'es bon, on se lance, on discutaille. Est-ce que tu veux être anonyme ou pas ? Non, c'est bon. Prénom ? Ouais. Mais comment t'appelles-tu ? Nils. C'est vrai qu'on se connaît. On se connaît, mais de loin, on est potes de potes, t'es d'accord ? Ouais. Et je crois pas que je sache déjà ce que tu vas raconter aujourd'hui. Je pense qu'on en a jamais parlé, un peu spécifiquement. On a fait un pré-entretien ensemble. Ouais, exactement. Moi, je suis assez curieux de savoir pourquoi t'as eu envie de prendre ton temps pour témoigner. Qu'est-ce qui est important ? Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Pourquoi je suis là Pourquoi je suis là ? Ben parce que je trouve que la psychanalyse prend beaucoup de place en France et ça me dérange pas mal. Je pense qu'il y a d'autres approches thérapeutiques qui sont bien plus intéressantes et efficaces. Et du coup, j'ai envie de témoigner déjà, moi, de mon histoire par rapport à la psychanalyse et puis de toutes les réflexions que j'ai pu avoir après coup. Tu dis, elle prend beaucoup de place. Où ça ? Elle prend de la place comment en France ? La France, c'est un des seuls pays au monde, je crois, avec l'Argentine, où la psychanalyse est encore enseignée à autant d'importance, alors que dans beaucoup de pays, elle est un peu reléguée à l'histoire des idées, ou même en département de langue étrangère dans certains endroits des États-Unis. Et alors qu'en France, elle a encore vachement pignon sur rue. Moi, ça me choque chaque fois que on demande l'avis de psychanalyse dans les grands médias, de psychanalyste dans des grands médias, etc. Ça me choque de voir qu'elle est autant encore enseignée en université, tout ça. Et puis, ça me choque qu'il y ait encore autant de gens qui se réclament de la psychanalyse. Du coup, toi, t'as pas eu une bonne expérience. Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai eu une expérience mitigée. Globalement mauvaise, mais qui m'a quand même aidé sur certains aspects. Ok. De 0 à 100, si tu devais regarder ton chemin de psychanalyse et le noter, parce que mitigé, du coup, j'aurais envie de dire c'est 50, 50-50 ? Je pense qu'on est plus dans les moins 30. Ok. Donc il y a 30 de bien et 70... Non, il y a moins 30. Non, c'était vraiment une mauvaise expérience. À moins 30. Ouais, moins 30. Okay. Il y a eu des aspects positifs, mais qui ont été très largement contrebalancés par certains aspects négatifs. T'as fait combien d'années en psychanalyse ? Alors, je pense que j'ai fait à peu près 4 ou 5 ans avec une thérapeute freudienne, et j'ai fait quelques mois avec un jungien. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou plutôt, non, avant de savoir ce qui s'est passé, pourquoi t'es rentré en psychanalyse ? Tu te souviens, le déclic, qu'est-ce qui se passait dans ta vie ? J'étais malheureux, j'avais pas mal de souffrances, et du coup, j'avais besoin d'être aidé. T'avais quel âge ? J'avais quel âge ? J'étais en tout début de lycée. Ça fait quel âge ? Ça fait 14-15 ans, je pense. Et aujourd'hui, t'as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc, toi, t'as des symptômes de mal-être ? Ça s'exprime comment, ton... À l'époque, j'étais très, très anxieux. Je pense que j'avais un fond de dépression aussi. Voilà. Ça veut dire quoi, très anxieux ? T'es au quotidien... Enfin, t'as des crises d'angoisse en cours ? À l'époque, non, j'avais pas de crise d'angoisse, mais j'étais en permanence très stressé. J'avais plein de conflits internes. Et puis, j'avais une grosse tristesse en moi. Quel conflit interne, tu te souviens ? Il y en avait plein. Il y avait les conflits un peu classiques de l'adolescence. Non, moi je sais pas ce que c'est. De trouver sa place, de commencer à se construire en tant qu'adulte petit à petit.
Je sais que j'avais des relations qui étaient complexes avec mes parents. J'avais aussi pas mal de questionnements autour de la sexualité, du genre. Je mettais pas encore forcément ces mots dessus. Hein. Voilà. Et puis je pense que de base, j'ai un naturel. J'avais une construction assez anxieuse. Et donc j'ai du mal à prendre du recul. Voilà. Tu penses que c'est une nature, l'anxiété ? Je pense que l'anxiété n'est pas une nature, mais je pense par contre qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles déjà. Ouais. Et le fait d'être sensible, forcément, tu captes les signaux de menace ou de danger, tu les captes plus et de façon plus forte. Et puis si tu n'as pas appris à gérer ça, ça peut tourner en anxiété. Parce que toi, la menace, le danger que tu ressentais à ce moment-là, c'était « je ne vais pas trouver ma place ». Où je comprends qui je suis en train de devenir en tant qu'adulte et ça me panique parce qu'il n'y a pas de place pour moi. Alors sur la question de la place, ouais, il y avait de ça. Il y avait ok, j'ai l'impression que pour être moi, il faut que j'aille à rebours des normes sociales, etc. Donc ça me paniquait. Et puis comme je te disais, il y avait aussi des conflits, des problèmes avec mes parents, tout ça. Donc voilà. C'est quoi le déclic? Donc il y a un paysage anxieux avec des difficultés, mais de là à aller consulter, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Ma famille était assez là-dessus. Je me souviens quand j'étais petit déjà, j'avais très très peur de la mort. Je me souviens quand j'avais 5, 6 ans, 7 ans. Et du coup, déjà à l'époque, mes parents m'avaient proposé de voir un psy. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal, quoi. Quand on va pas très bien, comme on va voir un docteur, on peut aller voir un psy, quoi. Donc, un jour, tu t'es dit, là, je vais pas bien, et t'as demandé à tes parents, est-ce que je peux aller consulter? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans le cabinet d'un ou d'une psychanalyste en particulier? C'est le hasard? Non, c'est un ami de mes parents, qui est lui-même psychanalyste, qui a recommandé cette psy. Et mon père avait déjà fait de la psychanalyse et ça lui avait apporté un certain nombre de bénéfices. Tu te rappelles ce qu'il t'en avait dit ou ce qu'il en dit lui? Il m'a dit que ça l'avait aidé à dépasser à défaire certains nœuds, etc. Même si ça avait été assez long. Voilà, donc il avait eu une expérience globalement ok. Voilà. Et puis, je crois que mes parents, c'est surtout ce qu'ils connaissaient. Donc, voilà. Ouais, parce que là, à l'époque, tu dis tu as 14-15 ans, c'est ça? On est au début du lycée. Donc, ta première tranche, tu as dit 5 ans, je crois? Ouais, alors j'ai dû faire les 3 années de lycée. Dans mes souvenirs, j'ai continué au moins 6 mois, 1 an après le lycée. Ensuite, j'ai dû faire une pause d'1 ou 2 ans. Et puis reprendre une petite année. Avec cette même personne. Ouais. Tu veux dire le lieu géographique où tout ça s'est déroulé? C'était à Paris. Ok. De quoi tu te souviens de cette première tranche? Plein de choses. Ouais. Je me souviens globalement plutôt bien. Ça s'est passé comment? Sur quels aspects? Je sais pas, du coup, par rapport à ta souffrance, pour commencer. Alors, je la voyais toutes les semaines au début. Il y a eu certains moments où je la voyais jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. Ah ouais. Je dirais que globalement, ce qui a été positif, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur avec qui échanger. Donc ça, je pense que ça a été très positif, du moins au début. Ça m'a permis de développer quelques compétences en investigation, puisqu'il y avait quand même cette dimension assez forte, mais qui m'ont été utiles, mais dans d'autres domaines. Et après, ce qui m'a causé de la souffrance, c'est déjà que c'est très long. C'est très long, ça coûte quand même beaucoup de sous. Avec du recul, tout ça évidemment, je trouve que c'est globalement peu efficace. Et puis alors moi j'ai eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui était pas safe, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui était pas
dont le logiciel n'était pas updaté par rapport aux questions de sexualité, de genre, etc. Et du coup, quand je lui ai parlé de mes... donc moi, je suis bisexuel, mais dans un mariage hétéro. Et là, actuellement dans un mariage hétéro, ouais. Et la première fois que je lui ai parlé un petit peu de mes angoisses concernant ma sexualité, je pense qu'il y a une seule grande bonne manière d'accueillir quelqu'un qui a ce type de questionnement et d'anxiété, c'est avec énormément de bienveillance, avec de la curiosité, de manière positive, ne serait-ce que pour permettre à cette personne d'explorer librement tout ça. Et moi, je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout éduqué là-dessus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Tu te souviens ? Plus que quelque chose qu'elle m'a dit, c'est plus son approche qui a été, en gros, de me dire, au lieu de me dire « Ah, ben génial, on va explorer ça, c'est trop bien, pas de soucis, etc. » Son approche a été en gros, j'ai compris avec le temps ce qu'elle a fait, entre guillemets, mais ça a été de dire « Ah, mais il faudrait... » Alors d'abord, elle m'a dit « Il faudrait que tu explores ton histoire juive, parce que je suis juif du côté de mon père, etc. » Puis ensuite, ça a été de me dire il faut que tu te rapproches de ton père, que tu t'éloignes un petit peu de ta mère, que tu développes ta virilité. Je me souviens que c'est en gros ce vers quoi elle m'a poussé. Et ça m'a fait perdre des années de vie, quoi. Parce que moi, à l'époque, au lieu de pouvoir embrasser librement ce que j'étais, etc., je me suis dit, OK, donc pour lutter contre ces angoisses, il y a une solution apparemment, donc je vais développer ma virilité, je vais me rapprocher de mon père, et j'ai perdu des années derrière à me construire sur un truc absurde, quoi. Toi, tu parlais d'angoisse à l'instant. C'est quoi ? C'est que tu t'inquiétais de ne pas être que hétéro. Ouais, c'est ça. Je sentais que j'avais d'autres désirs que des désirs hétéros. En plus, en parallèle. Et du coup, ça me paniquait, quoi. Ça te paniquait parce que... Pourquoi ça te paniquait ? Ça me paniquait parce que à l'époque, c'était... Alors là, ça commence à évoluer, quoi. Mais les milieux... la société était encore hyper homophobe, quoi. Je crois qu'à l'époque, un gamin entendait, 15 fois par jour des insultes homophobes. Donc c'était quelque chose qui me paniquait. Et puis c'est assumer d'être différent, de sortir du lot à un âge où on a envie plutôt de trouver des groupes d'appartenance, de se conformer. Ouais. Donc ça t'étais dans un quartier, un collège assez traditionnel de Paris ou... Alors j'ai fait un peu deux extrêmes. J'ai fait d'abord, je suis passé par un collège de quartier vers Belleville qui était très rude. Je suis pas resté très longtemps, mais ouais, c'était rude dans le sens, là il y avait particulièrement beaucoup d'insultes homophobes. Ouais, là c'était assez catastrophique. Puis ensuite j'ai fait le reste de mon collège dans le privé catholique. Donc, qui est pas, je me souviens d'ailleurs, il nous avait montré un film qui expliquait à un moment que le fait d'être homo, par exemple, c'était une phase pour développer une complicité, mais que c'était juste une phase de transition, des trucs assez hardcore comme ça. Et ensuite, le lycée dans lequel j'étais était plutôt, pour l'époque, open, mais il y avait... je crois qu'il y avait peut-être une personne qui se disait gay dans tout le bahut. Moi, je me connecte vachement à ce que tu dis. Et quand tu parles d'angoisse, moi, j'étais aussi dans un collège catho et privé. Et je crois encore, peut-être aujourd'hui, mais ça, j'en sais rien en vrai, parce qu'il paraît que les choses changent. Mais le gros des insultes et du conflit au jeune âge, quand t'es un garçon, c'est vraiment de te féminiser, quoi. Je crois que les enfants, ils pigent direct la misogynie du monde, et ils se disent, alors là, si t'es soit pénétré analement, ou soit si je te traite de fille, ou si t'es trop efféminé, alors tu perds ta valeur sociale. Moi, le bain était vraiment celui-là. Alors ouais, carrément, il y avait celui-là à fond. Toi, mais même le fait de pouvoir avoir du désir ou de l'amour pour des garçons, etc., c'était le tabou absolu. Et je pense qu'il y a un autre truc qui m'a fait paniquer à l'époque, c'est que moi j'ai une famille,
qui à l'époque, que je trouvais très progressiste, très à gauche, etc., avec énormément de lutte contre le racisme, contre le sexisme, contre pas mal de choses. Mais j'ai jamais vu pratiquement dans les amis de mes parents, les cercles de mes parents, des personnes qui ne soient pas hétéros. Et du coup, je me suis dit, si mes parents, que je voyais un peu comme à l'avant-garde du progressisme, s'il n'y a pas ça et qu'on n'en parle jamais, c'est que ça doit être quand même un truc pas normal, quoi. J'ai... je crois que je t'en ai pas parlé, mais je suis dans j'ai un nouveau podcast en projet qui existe déjà, qui s'appelle Histoire de devenir moi, mais dans lequel j'ai envie, moi, d'enquêter sur l'homosexualité dans ma famille, parce que... T'as vu ton oncle, c'est ça? Voilà, j'ai mon grand-oncle, donc le frère de mon grand-père, qui est homosexuel. On l'a appris après sa mort, il est mort, j'avais 3 ans. Ça faisait toujours partie de l'histoire familiale. En revanche, j'ai découvert cet été qu'il aurait eu un amoureux, et ça, pour le coup, lui, il a disparu de l'histoire familiale. Donc, j'ai commencé l'enquête, je fais un podcast autour de ça. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ce sujet me touche intimement, au-delà de c'est ma famille. Mais pareil, je n'identifie pas d'homophobie ouverte, c'est-à-dire que moi, j'étais soutenu, aimé, mais un profond silence et quand même... une gêne, etc., mais surtout une absence totale de référent. C'est-à-dire, et on a le même âge, je crois. J'ai oublié ton âge. 33. Ouais, c'est ça. Bon, j'en ai 3 de plus, mais moi, je l'ai déjà dit à ce micro, mais moi, un de mes seuls référents disponibles, c'était un homme bodybuildé, super efféminé dans une série télé AB Productions, là. Je crois que c'est le miel et les abeilles ou les filles d'à côté, un truc dans le genre. Qui n'est pas un problème en soi, mais quand c'est le seul référent, moi j'ai ni muscles et puis je me reconnaissais pas tellement dans lui. Mais ouais, donc toi t'amènes tout ce bagage anxieux. Et puis dernier truc, il y avait aussi que j'avais pas forcément de mots clairs parce que il y avait un peu 2 catégories dans ma tête, il y avait gay ou hétéro. Et au milieu, c'était pas très clair, quoi. Donc je me posais vraiment la question de façon binaire, ce qui était pas la bonne approche, quoi. Ouais, très intéressant. Absence de référent sur la question de l'homosexualité, mais absence de référent aussi sur la bisexualité. Ouais, complètement. Toi, t'amènes tout ce bagage anxieux, si tu me permets l'expression, sur le divan. T'es allongé ou pas à cet âge-là? Non, j'étais face à elle. Ouais. Voilà. Tu lui amènes et tu me dis, elle dit, reconnectez-vous à votre histoire juive, rapprochez-vous de votre père, éloignez-vous de votre mère et développez votre virilité. Votre virilité. Ça, c'est des interventions dont tu te souviens, c'est des mots qui sont posés par ton analyste? Ouais, bien sûr. Ça a été sur pas mal de séances, en fait, parce que c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Encore une fois, il y avait pas que ce sujet, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Ouais. Parce que pour le moment, tu vois, si j'essaye de rester neutre, donc en gros, on a clairement compris, je suis complètement dans ton camp, j'entends et je sens ce que tu veux dire, mais une première chose à tilter, pour moi, c'est que là, tu amènes des souvenirs qui me semblent pas problématiques en eux-mêmes. C'est-à-dire, je vois pas trop le rapport, mais comme t'as pas de mots exacts, c'est-à-dire, tu vois pas trop le rapport? C'est-à-dire, je vois pas le rapport reconnecté avec votre histoire juive, mais et si on regarde avec neutralité cette invitation et qu'on la considère bien invitée, sans homophobie ou biphobie? Alors, je pense qu'il y a eu 2 gros niveaux d'homophobie. Le premier qui est assez fondamental, c'est que quand quelqu'un arrive avec ce type de problématique, encore une fois, l'aider, c'est comment dire. Toi, t'avais besoin d'être soutenu. Ouais, c'est la base. C'est vraiment fondamental parce que ce genre de problématique, donc là, c'est quand même mieux dans la société, ça évolue, mais c'est tellement flippant, c'est tellement que la seule bonne réponse, c'est vraiment de la bienveillance, de la curiosité, etc. Donc le simple fait de ne pas avoir manifesté ça, c'est un gros problème. Attends, du coup, toi, tu aurais eu envie d'entendre ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit trop bien, mais en tout cas, tu avais envie d'entendre un jugement de valeur positif pour te sentir en sécurité, c'est ça? Ouais. Tu as entendu
Est-ce que c'était ce que tu as entendu, c'était neutre ou c'était négatif? Est-ce qu'elle a eu des propos homophobes? Et justement, le deuxième niveau d'homophobie, donc c'est pas tant du côté de l'exploration, de l'histoire juive, etc. Parce que ça, je vois bien pourquoi. De se dire, bon, bah, quand on a fait partie d'une minorité qui a été exécutée quelques dizaines d'années avant, ça fait sens d'explorer cette question-là. Là où il y avait énormément d'homophobie, c'est sur le fait de présenter comme une solution à une part de désir homosexuel, de présenter comme solution le fait de construire sa virilité, de se rapprocher de son père, de s'éloigner de sa mère. C'est avec le recul, j'ai compris que c'était, enfin en lisant, en me renseignant, etc., que c'était quelque chose qui a pu être assez fréquent chez certains et certaines psychanalystes. En lisant qui, pardon? Cette idée de dépasser l'Oedipe, en fait. C'était quelque part, c'était ça, quoi. C'était, tu sais, il y a, comment dire, pas une rumeur, mais un stéréotype qui circulait beaucoup à une époque. Mais là, tu cites quelqu'un, j'ai pas entendu. Non, je en cite lisant. Personne. En lisant, en me renseignant. Ah, pardon, en me renseignant, j'ai cru en lisant. Pardon, excuse-moi. C'est un stéréotype qui circulait beaucoup. L'idée que les personnes homosexuelles, c'était des personnes qui avaient été trop proches de leur mère, avec un père absent. C'était un truc qui circulait beaucoup, et notamment chez pas mal de psychanalystes. Je pense que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Enfin, donc du coup, le sous-entendu, c'est on devient homosexuel, on ne naît pas exactement homosexuel, et on le devient parce qu'il y a un problème dans le rapport aux parents. Voilà, le stéréotype, c'était la mère étouffante ou trop proche et le père absent. Ah. Voilà. Et ça, tu l'as compris de nombreuses années après, en te souvenant? J'ai commencé à le comprendre petit à petit. Parce que c'était l'époque, le lycée, où d'un moment on commence à faire de la philo, donc on parle de Freud, on lit Freud, et comme moi c'était des sujets qui m'intéressaient vachement, j'ai commencé petit à petit à le creuser, mais oui, j'ai mis du temps avant de le comprendre, quoi. Tu disais, pour autant, au début, tu disais, dans les aspects positifs, c'était chouette d'avoir quelqu'un d'extérieur avec qui échanger, donc c'était une analyse qui intervenait beaucoup? Ça dépendait vraiment des moments, mais globalement, je pense que par rapport au cliché un peu de l'analyse qui dit rien et qui écoute surtout, oui, elle intervenait, elle intervenait beaucoup. Oui, il y avait pas mal d'échanges. Je me souviens qu'à certains moments, elle a été même, elle est vraiment intervenue sur certains aspects. Lesquels? Je me souviens ça se passait super mal avec mes parents à un moment, et elle m'avait encouragé à quitter la maison pour prendre un peu mon indépendance, ce qui avait été d'ailleurs une très bonne étape. Donc là-dessus, elle avait été très chouette. Voilà, mais du coup, elle m'avait vachement encouragé dans ce choix-là, quoi. Parce que tu disais aussi que ça t'avait aidé à développer une capacité d'investigation. Ça veut dire quoi? Je trouve que, si je résume un des grands traits de la psychanalyse tel que je la vois, ou je la comprends, disons, c'est cette idée d'aller investiguer l'inconscient, ses conflits latents ou manifestés, l'histoire familiale, etc., pour essayer de créer un certain nombre de déclics, de créer une compréhension qui permettrait de libérer, quoi. En gros, si je synthétise à l'extrême, quoi. Et du coup, à force d'aller investiguer comme ça, que ça soit les rêves, l'histoire, les actes manqués, tout ça, c'est vrai que ça aide à développer des compétences un petit peu analytiques, disons, quoi. Toi, elle t'a demandé de venir avec ça en séance? Elle t'a dit fréquent, ouais. Notez vos rêves? Ouais, c'était très fréquent. Pratiquement à chaque séance, je lui parlais d'un ou deux rêves. D'accord, ok. On a pas mal là commencé par le nœud de l'identité sexuelle, sur lequel en fait tu t'es senti pas entendu, pas soutenu. Mais pour moi, si je le dis de manière un peu forte, pour moi c'est une forme de thérapie de conversion douce, puisque le principe de la thérapie, principe de la thérapie de conversion, c'était quelque chose qui vient d'être interdit en France, enfin. Mais c'était des thérapies qui promettaient aux gens de les guérir de leur homosexualité, bisexualité, etc. Donc c'est l'idée que c'est un problème qui peut se guérir. Alors avec des stages, des camps, enfin des trucs évidemment qui marchent jamais et qui créent beaucoup de souffrance. Et quand je dis que c'est une version un peu soft de ça, entre guillemets,
c'est que finalement, elle suivait un schéma un peu similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme juste un aspect parmi d'autres d'une personnalité à explorer, chouette, etc., il y avait cette approche qui était si il dépasse un certain Oedipe ou etc., ça partira, quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.